Un beau plafond bien défoncé avec des fissures de partout. J'ai une belle hauteur sous plafond, on est quand même perché à 3,50 m. Il n'y a pas de doute, je suis toujours en train de faire des travaux dans le bâti ancien et dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce plafond, voir comment on élimine ce revêtement et surtout toutes les surprises que l'on va rencontrer ensemble. Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Le revêtement que tu peux voir sur le plafond, cela ressemble, on va dire, à une sorte de crépi de type gouttelette. Il s'agit d'un papier à grains. Comme il est un petit peu granité, il est très tolérant, il maquille le fond. Et pour faire simple, c'est un vrai cache-misère. Tu as des travaux effectués et tu te sens pas trop de les faire, sache que je peux tout à fait les réaliser. Et si tu souhaites que je t'accompagne, que ce soit pour te donner des cours, te former à domicile, n'hésite pas à nous contacter dans la rubrique contact de la boutique du coach. Première opération, je vais éliminer mécaniquement le papier à grains car ce type de papier est un papier à peindre. Il faut bien penser que là, on a plusieurs couches de peinture. C'est un logement qui a un siècle, ce qui signifie que le plafond a été peint à de maintes reprises, ce qui a tendance d'ailleurs à durcir le papier. Je vais utiliser un bon riflard courbé et on va comme ça tâcher d'éliminer le plus possible de papier. Et si vraiment c'est galère, on sera bon pour utiliser la décolleuse à papier peint. Alors là, ça peut aller ici. Là, on a le papier. Alors, le papier est légèrement blanc, mais enfin, c'est pas suffisant. Ça se peint toujours, quoi qu'il arrive. Et à l'intérieur, voilà, on a des particules de bois. Cela donne ce côté granité au papier. Cela a beau être fatigué, il y a quand même des zones qui sont plus résistantes que d'autres. Le riflard, c'est pas toujours évident. On passe au racloir. Si tu as un scraper, c'est sensiblement équivalent. Il faut vraiment arriver à se faufiler pour éliminer le papier et éviter d'utiliser la décolleuse. Parce qu'il faut bien penser que là, ça sonne creux, c'est trompeur. On pourrait avoir l'impression que c'est un plafond en plaque de plâtre. À cette époque, ça n'existait pas. C'est un latibois. Le plâtre passe à travers des petites lattes afin de former des clés. L'ensemble est donc plâtré. Tu comprends bien que la vapeur, surtout en cette saison avec une eau qui est très chaude, ça détrempe le fond et le risque, c'est vraiment de faire gonfler tout le plâtre et de revenir, pour ainsi dire, sur le lati, ce qui rajouterait une charge de travail, mais alors considérable. Voilà, tout ce que tu peux enlever à la main, c'est très bien. Je suis globalement à la moitié du gratouillage de mon plafond. Voilà ce que ça donne. Toute la partie saumonée et ici un petit peu blanchâtre. Alors c'est vraiment intéressant. Ça, c'est le badigeon de chaux. Toutes les petites stries qu'on a là, c'est vraiment le coup de brosse puisqu'on peignait à l'aide d'une brosse à chaux. Ce qui signifie que le plafond a d'abord été blanchi, on appelle badigeonné. Entre guillemets, ça fait la couche de fond, la couche d'impression. Et après, il a été fait cette teinte en 2 ou 3 couches maximum. Sur la partie retombée, en fonction de l'état du support, le racloir à peinture ou éventuellement le scraper, c'est pas mal parce que ça fait pas trop de dégâts. Tu pars à peu près à 30 degrés et là tu peux t'aider même des deux mains, donc c'est-à-dire que tu pousses au niveau du manche vraiment pour éliminer mais juste le papier à grains. Petite précision qui a du sens, ne pense pas qu'il va être nécessaire de remplacer très fréquemment la lame. Dès l'instant où tu viens et tu pousses et que le racloir ne bouge pas dans tous les sens,
tu abîmes pas outre mesure la lame. Ce qui va te permettre vraiment de travailler, de gratter, de décaper sans avoir à acheter 25 lames et d'en passer toutes les 5 minutes. J'ai pour ainsi dire terminé d'éliminer le papier à grains. Il reste une petite zone. Ici, toute la partie gorge, toujours un peu délicat de gratter. Et je te rappelle qu'on ne peut pas humidifier tant et plus. Tu prends un bon vieux couteau de carrossier, un couteau qui est souple, parce que ça va vraiment nous aider. Pour pouvoir travailler avec le couteau de carrossier, il va y avoir différentes manières de le tenir. Dès l'instant où là, on veut épouser l'arrondi, il faut qu'on mette nos doigts, on va dire, le plus reculé possible pour pouvoir plier au maximum et tu vas le voir descendre. Et dès qu'on va rencontrer une difficulté, les doigts viennent pour faire office de contre-lame. Là, j'ai un peu plus de rigidité, ce qui permettra de forcer. Parce que si c'est trop souple, tu vas passer une semaine pour faire 1 mètre linéaire. Alors, voilà, le but c'est vraiment de faire ça, de se faufiler. Tu vois, là, je plie à mort. C'est pour ça qu'il faut un couteau pas trop large, parce que tu n'arrives pas à le plier. Voilà. Je descends. Je vais faire un peu contre-lame. Je rapproche les doigts. Parce qu'il faut qu'il me décolle un peu le papier. Et là, c'est parti. Tu vois, il se plie, mais il n'y a pas de rupture. Parce que c'est un couteau carrossier. Et là, pareil, je me faufile. Ça me permet de repartir dans l'autre sens. Là, tu as des résidus. Alors, s'ils sont trop présents, il faudra humidifier pour mieux gratter, ça c'est sûr. Je termine d'enlever le papier à grains, mais sache que si toi, ton plafond est tapissé, donc un papier peint classique, la technique du couteau, elle marche tout aussi bien. Le gratouillage est désormais terminé. Enfin, la partie papier à grains. Je vais attaquer une partie nettement moins réjouissante puisqu'il va falloir que j'élimine de la peinture. C'est de la peinture à l'huile, forcément de la peinture qui contient du plomb. J'en ai au plafond, on va dire, en lui-même, par plaque. J'en ai dans les gorges, j'en ai au niveau de la retombée. Sans te faire une dissertation sur la peinture au plomb, il faut savoir que ce dernier était présent dans les peintures à l'huile, l'huile étant utilisée comme liant. C'était bien souvent de l'huile d'œillette ou de l'huile de lin. Le plomb a été massivement utilisé dans les peintures car il a des propriétés bien particulières. Il améliore le séchage, le durcissement du feuille de peinture. Il améliore également les propriétés opacifiantes, très appréciées pour les lacs. Dans le bâti ancien, je suis en plein travaux, tu es quasi certain de trouver des peintures au plomb. Alors j'entends, c'est une affaire de concentration en milligrammes au centimètre carré. Tu as acheté un logement antérieur au 1er janvier 1949. On t'a donc remis un document, le diagnostic plomb, qui s'appelle le CREP, le constat de risque d'exposition au plomb. Et on va t'indiquer dans ce document où se situe le plomb, sa concentration en milligrammes par centimètre carré, en sachant qu'une peinture est considérée comme plombée dès 1 mg par centimètre carré, et également l'état de conservation. Prenons le cas ici. La peinture, tu comprends bien que là, j'ai des plaques qui veulent s'en aller, là, c'est pareil, c'est pas bien joli. Cette peinture va contenir donc du plomb, peut-être en faible quantité, mais malheureusement, elle est en mauvais état. Alors que une pièce qui contient un peu plus de plomb, qui est dans un état de conservation très propre, très homogène, pas de peinture écaillée, c'est déjà moins problématique. Si tu décides tout simplement de faire des travaux de rafraîchissement, que la peinture au plomb, elle est propre,
et que tu vas repeindre par-dessus. Un peu de lessivage, un ponçage par voie humide, tu te protèges quand même correctement, masque anti-gaz, des gants, combinaison, et si l'exposition est passagère, alors j'entends, si tu fais une pièce de 12 mètres carrés, ça va. Par contre, si tu as tout un logement de plus de 100 mètres carrés et que c'est plombé du plafond jusqu'au sol, il vaut mieux faire appel à un professionnel pour décontaminer si tant est que le revêtement est particulièrement abîmé ou plus largement si tu es inquiet avec ça, en sachant que le plomb peut se trouver sur le plafond, sur les murs, en particulier les portes de communication, les menuiseries extérieures bois, c'était quasiment tout le temps laqué. Les ouvrages métalliques extérieurs, c'était laqué, donc il y a forcément du plomb contenu, on va dire, par additif et également par pigment dans la peinture et bien sûr par le minium s'il y avait une protection anti-corrosion. Et également, le plomb, tu vas le trouver dès l'instant où il y avait une notion de praticité, où il fallait nettoyer. Les pleines peintures, dès l'instant qu'il y avait une embrasure, c'était bien souvent laqué. Alors certes, le côté perspirant, il mettait un peu de côté dans l'embrasure, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait pouvoir astiquer les salles de bain, salles d'eau, les petits cagibis, les buanderies, les rampes d'escalier, les cuisines également. Donc il faut bien faire attention. Un logement ancien contient du plomb à des doses différentes. Plus on s'approche du XXIe siècle, moins c'est plombé. Par contre, les logements antérieurs à 1915-1920, fais bien attention. Il y a des très très beaux logements, mais là tu peux être certain que c'est bien plombé, c'est particulièrement nocif. Je vais travailler de deux manières différentes dans cette pièce afin d'éliminer la peinture au plomb. Je vais gratter tout ce qui vient au niveau du plafond et ensuite, là j'ai la retombée. La retombée me pose un problème parce que ce sont des murs qui sont perspirants. Donc cette peinture à l'huile, elle n'a rien à faire là. Je vais donc l'éliminer en la rabotant à l'aide d'une fraiseuse de rénovation sous aspiration, revenir de partout et avoir ce rendu, c'est-à-dire un plâtre complètement brut. Combinaison étanche, les gants en nitrile, masque anti-gaz, si tu peux, tu t'équipes même du masque intégral, c'est pas mal avec la petite cartouche qui se visse. Je te cache pas que c'est pas la phase la plus intéressante des travaux préparatoires. Un petit point d'étape sur le gratouillage, j'ai bientôt terminé, voilà ce que ça donne. Il reste encore quelques plaques. Là-bas, ça a été un petit peu réparé ici. C'est plus galère, mais c'est pareil, on va arriver à l'éliminer. Et il faut savoir, parce que c'est un peu trompeur, une peinture à l'huile ou même plus récent, une peinture glycéro, donc en phase solvantée, si ce n'est pas un produit spécifique, tu manques cruellement d'adhérence. Là, on peut le voir. Ça, c'est la couche de chaud. Donc, fais bien attention. Acrylique et chaud, ça marche pas. Mais glycéro ou peinture à l'huile et chaud, ça marche pas plus non plus. Dès que ça force un petit peu, tu repasses au racleur. Maintenant, on va rencontrer quelques difficultés, on va le voir ensemble. C'est dès l'instant où ça a été un peu recouvert d'enduit. Parce qu'en soi, l'enduit, il n'y a pas forcément plus d'adhérence, mais comme il est mis en épaisseur, automatiquement, c'est plus galère. Donc là, on va s'aider
à la fois du racloir mais également du riflard, il faut quand même insister, forcer et n'hésite pas même à creuser un peu le plâtre, c'est pas grave, il faut vraiment éliminer toute cette cochonnerie. Pour toute la partie gorge, on garde le couteau, mais on va mettre vraiment des petits à-coups. Comme il est souple, là, ça t'évite d'avoir des dégâts, de creuser toute la partie arrondie. Le bâti ancien, c'est toujours riche d'histoire. C'est intéressant. On voit des résidus ici de papier peint et on voit ce trait à l'horizontale là, qui court là. C'est en réalité un trait de cordeau. On mettait en place un petit galon quand on voulait vraiment habiller le haut du mur. Ça faisait propre et puis pour peu que quand on avait démarré, on n'était pas tout à fait à l'aplomb. Alors j'entends à l'aplomb sur un plan horizontal. Eh bien, le petit galon, il venait masquer tout ça. La partie basse de la gorge a donc été réenduite, mais celui qui l'a fait, c'est un coquin, puisqu'il n'a pas fini d'éliminer les résidus de papier. On peut les voir, je les vois apparaître maintenant. Fais bien attention si tu es dans ce cas de figure. Dès l'instant où le papier est présent, tu comprends bien que ce plafond, il va falloir l'enduire. Tu peux tout à fait provoquer des cloques par effet de détrempe, parce que tu vas enduire tenter plus. Il faut vraiment bien regarder le support et c'est pour ça que même si c'est un travail qui est très chiant, je concède, vraiment dans la partie galbée, la gorge du plafond, il faut éliminer le maximum de résidus. Racloir pour les parties, on va dire, les plus droites et le couteau bien sûr et venir tapoter. C'est un peu long comme boulot, mais au moins tu élimines tout et ça permet de bien revenir sur le plâtre. Tu n'arriveras pas forcément à tout éliminer. Moi, il y a des endroits où ça s'est bien passé. Il y en a d'autres où j'ai un peu des résidus. Mais plus tu vas en enlever, plus ça sera facile derrière. Parce que ça, pour que ça parte, on ne peut pas le chauffer. On ne va pas mettre des produits. On va être bon pour le poncer. Et là où c'est placé, tu le verras. Ça va être du ponçage à la main. Le grattage est désormais terminé. Je vais me déséquiper parce que là, ça craint, on va dire, nettement moins. Puisqu'on va s'intéresser à toute cette partie-là, qui est composé majoritairement de badigeons de chaux. J'ai préparé ma ponceuse excentrique, diamètre 150, équipée d'un abrasif grain 120. On n'est pas à l'abri de travailler un petit peu au 80 pour éliminer les petites, on va dire, petites particules de peinture qui restent. Il y en a, je veux dire, par exemple ici j'en ai, là j'en ai. Question que l'on peut quand même se poser, est-ce que c'est nécessaire de poncer d'abord alors que quelque part, on pourrait chercher à purger. Bon, il faut savoir qu'il faut qu'on ait vraiment une vue d'ensemble. C'est fissuré, ça sonne creux à certains endroits. Mais ce qui est important, c'est qu'en ponçant, on va tout voir, tout va apparaître. Tu auras une bien meilleure lecture des travaux préparatoires qu'il faut poursuivre. Je pense que tu dois le voir à l'écran, je te le montre, parce que là, ok, on est propre, on est bien sur le plâtre, mais ici, là, ces deux petites taches, attention, c'est la couche de fond en badigeon de chaux. Il faut vraiment l'éliminer, parce que juste ça, si ensuite tu passes à un produit, hormis si c'est de l'eau de chaux, mais l'eau de chaux, ça dépend vraiment, on va dire, de la situation. Tu passes par exemple un fixateur acrylique ou une impression acrylique, c'est le défaut d'adhérence assuré. Je vais te montrer quelque chose parce que tu peux être dans le même cas de figure. On en a parlé, en haut il y a du badigeon de chaux. Simplement, il n'y en a pas partout. Ce qu'on voit un petit peu écru, limite jaune clair, c'est de la peinture à l'huile, mais qui a été recouverte ensuite par ce badigeon un petit peu rosé. Il faut bien penser que c'est un travail qui a été effectué il y a longtemps, puisque cette peinture à l'huile a été appliquée à la brosse. On voit ce qu'on appelle le cordage de brosse. Dès l'instant que la peinture présente quelques petits reflets, c'est le cas ici que la teinte
elle a tourné, ce qui trahit une peinture à l'huile puisque ces dernières sèchent par oxydation. Et il faut savoir que plus la pièce est dans le noir ou disposant d'une faible luminosité naturelle, j'entends, et plus la peinture s'oxyde. Elle devient donc jaunâtre. On parle d'une peinture qui jaunit et c'est encore valable actuellement avec une peinture glycéro. Si par exemple tu peins une porte et que cette porte elle est exposée dans une pièce au nord et que tu en as une autre au sud, tu vas t'apercevoir que la peinture qui est orientée au nord sera plus jaune, même plus rapidement que celle qui est vraiment exposée à la lumière. Tu peux rencontrer ce genre de paramètres. Alors il faut savoir que j'en ai pas de partout et c'est assez localisé puisque c'est proche de toutes ces fissures. Tu peux rencontrer ce cas de figure si par exemple l'ouvrage est pas mal fissuré, et je vais même aller plus loin, des anciens dégâts des eaux sont forcément traités avec de la peinture à l'huile et ici c'est le cas. On voit la présence d'une auréole qui court, hop, là elle repart et elle vient rejoindre, on va dire, sensiblement la gorge. C'est réparé depuis mais je pense que c'est très vieux. Autour, on voit cette fameuse peinture à l'huile. J'en ai ici, j'en ai là dans la gorge. Fais donc bien attention à te protéger. C'est forcément de la peinture au plomb qui est même plus vieille que celle-ci. Celle-ci, il y a la présence d'un grain de rouleau. Et là, on a la présence de la brosse. Le couteau, le riflard, le grattoir, ça ne passe plus. C'est vraiment, on va dire, en fine épaisseur. Reste bien en travaillant avec une ponceuse bien asservie à l'aspirateur qu'il faut. Et surtout, change un peu de granulométrie, tant pis, on va être obligé de légèrement creuser, en sachant que le plafond, quand on le regarde, c'est quand même bien fait, c'est propre, on a le petit grain, celui qu'il a fait, je parle du travail du plâtre, c'était quand même très bien réalisé. J'ai bientôt terminé le ponçage à la machine, j'entends, il me reste encore après toutes les gorges à me farcir, mais en tout cas, c'est pas triste. Le plâtre est par endroits bien fissuré, on aura certainement quelques décollements, quelques purges à faire, mais ça on le verra, on va dire, dans une autre vidéo. Et ici, c'est intéressant, dès l'instant que tu vois que le plâtre présente des alvéoles, c'est tout simplement qu'il a été raviné. Pour qu'un plâtre soit raviné au plafond, ça veut dire qu'il y avait certainement encore un autre dégât des eaux. Ça, là, ce que tu vois derrière, c'est une latte en bois, puisque c'est un latis en bois. Et le problème, c'est qu'ils ont replâtré, tu vois, dessus. Mais le plâtre ne tient pas sur le bois. Il faut savoir que sur un latis bois, c'est le fait que le plâtre passe entre les lattes, cela forme des clés, donc des clés de plâtre, et c'est comme ça que ça tient. Là, en plâtrant dessus, voilà, tu peux le voir, hein. Ça ne tient pas. Prête-y une attention et c'est pour ça qu'il faut poncer avant. Ça te permet d'avoir vraiment le pif sur l'ouvrage, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et comme ici, forcément, dégâts des eaux, on a des auréoles, c'est sûr, hein. Si je prends cette partie de plafond, même chose, on voit la présence même d'une double auréole, ici et là. Ce qui signifie que le plafond, soit il y avait bien dégâts des eaux, ça c'est la charpente qui est au-dessus, donc il y a forcément la couverture, ou, parce que ça c'est possible, étant donné qu'au-dessus, c'est complètement vide, il n'y a même pas d'isolant. Si tu chauffes cette pièce et en haut, forcément il fait bien froid, tu peux avoir un phénomène de condensation. Et la condensation, ça forme ensuite des gouttelettes. Et là, les gouttelettes, elles peuvent venir tacher. Le ponçage à l'aide de la ponceuse, c'est désormais terminé. Je vais désormais attaquer le ponçage des gorges. C'est une zone qui est technique, travail à la main à l'aide d'un abrasif mousse. Il faut que j'épouse le plus possible, en sachant qu'il m'intéresse bien sûr d'éliminer toute cette partie. Et là, dès que je peux m'arrêter, je stoppe. Je monterai à l'aide de la fraiseuse de rénovation parce qu'on ne va pas s'amuser à en faire tenter plus, tu vas le voir. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est un travail qui est assez long et pour le coup, je ne peux pas m'aider avec une machine. On va travailler principalement avec deux granulométries différentes, le 120 et le 80.
Voilà le rendu que tu dois obtenir. On a une gorge qui est propre. Elle n'a pas morflé puisque je n'avais pas mis des coups de couteau ou des coups de riflard. Pour que tu puisses nettoyer rapidement ton abrasif, parce que ça s'encrasse assez vite avec le badigeon, tu prends une bonne brosse plate. Tu as juste à faire ceci. Et là au moins c'est propre et tu passes pas 50 abrasifs. Un petit point d'étape sur l'opération de ponçage de gorge. Je te conseille vivement de te lever du bon pied avec beaucoup de motivation pour faire ce boulot, parce que sinon c'est un coup à finir dans une maison de repos. J'ai dégagé toute la partie gorge à la main, une partie aussi à la main quand j'étais trop proche ici, et le reste j'ai fait à l'aide de la ponceuse excentrique. Je vais te montrer justement comment il faut tenir la machine, parce que malheureusement à plat tu fais pas grand chose. Quand on attaque ce genre de boulot, il faut bien penser que le ponçage juste en bas des gorges ou éventuellement sur la partie ici supérieure, comme on est un peu en faux aplomb, ça va tuer le plateau. Donc il faut se préparer à ça, avoir toujours un plateau d'avance. Alors il vaut mieux entre nous rincer un plateau, mais au moins céder le maximum à la ponceuse, parce que je peux te dire qu'à la main, selon l'épaisseur, alors je ne parle pas de la chaux, mais si te reste des résidus d'ancienne peinture à l'huile par exemple, je peux te dire que tu passes un moment. La ponceuse, ça creuse un peu malheureusement. On va adoucir légèrement la main. C'est légèrement creusé, bon. Tant pis, sinon on passe trop de temps au ponçage. Le ponçage des gorges est désormais terminé. Ça permet d'y voir plus clair, de s'apercevoir qu'il y a eu un, voire plusieurs dégâts des eaux, quelques taches, on le voit bien au niveau des fissures. Et la face de mur où se situe la fenêtre, j'ai volontairement rien touché puisque toute la gorge est fissurée. Il faudra donc la purger et tout refaire. On va attaquer la dernière étape, le traitement de la retombée de plafond. C'est tout simplement le haut du mur. Il faut savoir que dans le bâti ancien, généralement tu as des murs qui sont perspirants. S'il y a comme ici un revêtement qui est étanche, c'est le principe d'une peinture, alors qu'elle soit à l'huile ou glycéro, c'est que l'échange gazeux va être empêché. Il y a ensuite une poussée qui se fait et ça vient boursoufler, faire gonfler la peinture, c'est ce qu'on appelle même souffler la peinture, dès l'instant où l'humidité elle ne peut plus s'échapper. Dans le cadre d'une rénovation, et même si tu comptes doubler les murs avec des matériaux qui sont adaptés afin de conserver le côté perspirant de ton ouvrage, il faut bien penser que dès l'instant où tu as de la peinture à l'huile, de la peinture glycéro, du papier peint, enfin bref, ce que tu veux qui rend étanche, il faut l'éliminer. On va utiliser les grands moyens. Je vais utiliser une fraiseuse de rénovation qu'on appelle également un rabot à béton. Cette machine est équipée d'un plateau, le même principe qu'un rabot. Je monte les dents, elles ne sortent plus, donc on pourrait ainsi dire que je ne fais pas de dégâts. Si je descends, les petites molettes en carbure de tungstène, elles sont dehors. Et là, je peux te dire que ça ronge. Inutile d'investir dans ce type de matériel si tu n'as qu'une pièce à faire. Le mieux, c'est la location. On va pas sortir plus. C'est déjà pas mal, hein?
qui est important, c'est de bien régler la hauteur de plateau. Quand tu as fait le passage, c'est propre. Alors il faut savoir que sur des murs pisés ou des murs en pierre, à l'époque, on mettait bien 15 mm. Ça peut paraître beaucoup et avoir une marge de sécurité, mais attention, plus tu élimines, plus tu vas sur ce qu'on appelle le corps de plâtre. Le corps de plâtre, on a la granulométrie de ce dernier qui est plus importante. Ça a tendance un petit peu à le déstructurer à l'intérieur. Tu verras d'ailleurs dans une autre vidéo ce qu'on y fait, parce qu'un plâtre qui est déstructuré, qui a une mauvaise cohésion entre particules, puisque ce sont, pour beaucoup, c'est quand même du gypse, tu peux avoir vraiment des défauts d'adhérence. Donc il faut faire attention, c'est pas une course de vitesse et c'est pas l'histoire de dire je passe un coup de drapeau, ça fait propre et puis basta. Non, il faut vraiment prendre le temps, tu vois, de bien regarder. Et vaut mieux repasser plusieurs fois dessus en ayant voilà, une hauteur qui n'est pas trop importante que de vouloir, entre guillemets, grignoter en un seul passage. Ici, quand on vient passer en fait la couche de finition, on peut le voir ici un peu au bord. Là, on est sur le plâtre gros. Donc le plâtre gros, oui, on peut taper un peu dedans, mais pas excessivement, parce qu'à ce moment-là, tu auras vraiment quand même une mauvaise cohésion. Dans l'écueillie, la fraiseuse ne sait pas y aller. Tu prends le racloir et tu viens, tu élimines. Même si tu creuses un tout petit peu, c'est pas méchant. Hein. Tout ça, tu en veux pas. Hein. Ça, c'est une patate chaude, on élimine. Le rabotage est désormais terminé. Je ne suis pas mécontent. Alors, fort heureusement, c'est une opération qui est assez rapide. On va passer désormais au ponçage. Un petit coup, grain 120. Ça va permettre d'éliminer tous les petits résidus parce qu'on le voit, il y en a encore quelques-uns. Lorsque tu rabotes, lorsque tu fraises un plâtre, qui plus est un plâtre qui a été fait il y a très longtemps, on voit bien la différence entre toute la partie finition et le corps de plâtre. Là on le voit, le corps de plâtre, la granulométrie elle est beaucoup plus présente. Alors ne cherche pas à adoucir ou à lisser, parce que tu vois la différence entre ici, ça c'est un travail qui a été réalisé par décapage des résidus de colle, des résidus de chaux, donc c'est du ponçage, on va dire un petit peu agressif, mais ici, ça a marqué. Donc là, on est vraiment sur la partie corps de plâtre. Et même si, entre guillemets, je dépoussière, tu vois, ça ne change absolument rien. Sans soi, ce n'est pas méchant. Attention, là, on est sur un fond brique. La brique, il faut éviter de trop la sortir. Et j'insiste bien là-dessus, ne cherche pas à vouloir adoucir ou, on va dire, d'avoir un résultat plus lisse, plus homogène. Là, tu as le corps de plâtre, donc derrière, tu vas quasiment trouver de suite la brique. Et si tu te trouves sur un mur porteur, moellon pisé, tu vas trouver le gobetis. Conclusion, tu en auras trop enlevé, tu auras vraiment un défaut de planéité qui va être majeur. Ça, en soi, c'est pas forcément très esthétique, mais c'est pas méchant. Tu auras l'occasion de le voir dans d'autres vidéos, comment on peut le traiter et surtout reprendre le support parce que tu auras bien compris, il faudra quand même pas mal de passes d'enduit. J'ai bientôt terminé de poncer. Ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il y a certaines zones qui doivent vraiment attirer ton attention et qui poseront problème si elles sont conservées. Là, on a encore des résidus de badigeon de chaux, ici également. Ça, ce sont des taches de suie et de goudron. On va dire que ça ne te pose pas de problème à l'instant T pour l'adhérence. C'est juste que si ce n'est pas traité, quand tu vas enduire et plus largement si tu peins ou si tu fais tout autre revêtement, ça va migrer et ça viendra te tacher le revêtement. On reste à l'abrasif 120, exceptionnellement 80. Ne cherche pas voilà, vraiment à rectifier une planéité, c'est juste d'éliminer ces petites cochonneries. Et prends vraiment de l'abrasif bidon ou alors de l'abrasif que tu as déjà travaillé avec et usé, parce que là, on a vraiment la granulométrie du plâtre qui est très présente. On est sur le corps de plâtre. Ça use les disques à la vitesse grand V.
Le grattage, le rabotage, le ponçage sont désormais terminés. Voilà ce que ça donne. Alors tu vois des petites traces, c'est un petit peu la peinture qui avait décoloré, taché, mais ça ne posera pas de problème pour la suite des travaux préparatoires. Ici, volontairement, je ne touche pas puisque l'ensemble de la gorge est fissuré, bien fissuré d'ailleurs, donc je serai obligé de tout refaire. Ça ne sert à rien de se rajouter tant et plus de travail. La prochaine étape, c'est le piquetage afin de purger tout ce qui ne tient pas et également d'ouvrir les fissures parce que là, elles sont quand même pas bien belles. Tu auras l'occasion de le voir dans une prochaine vidéo. Je te rappelle que si tu veux me confier des travaux à domicile, c'est tout à fait possible. Si tu as besoin d'un accompagnement, parce que justement, tu cherches à acheter un logement et tu veux qu'on fasse le tour ensemble, pour lister ce qu'il va et ce qu'il ne va pas, n'hésite pas, rends-toi dans la boutique du coach, rubrique contact. Je te fais le petit coucou et je te dis à bientôt.